Bonjour amis auditeurs de Radio 1, nous sommes le lendemain des élections officielles des élections présidentielles. Nous tenons notre café presse présidentiel qui va probablement changer de nom parce que les présidentielles sont terminées. Nous avons tenu 6 numéros et il est arrivé pour nous le temps de vous montrer les conditions dans lesquelles ce talk de journalistes débridé, un peu fou, qui a vous accompagné au sujet des présidentielles, comment il s'est déroulé pendant ces 2 mois. Suivez-moi. Alors, ça se passe comme son nom l'indique dans un café, qui est en fait le café de la cuisine de l'agence Interface Média. Radio 1, mes amis du CPP, Saïd Afad, Abdelkrim Ghazali, notre grande prêtresse d'audition, Souhila Ben Ali, Abed Sherif et Adlan Meddi. Nous avons quelques absents aujourd'hui, comme Faisal Metawi et Khaled Adlan. Beaucoup de journalistes sont passés. Beaucoup de journalistes sont passés dans cette émission. Nous allons discuter, débriefer aujourd'hui ce qui s'est passé ce 17 avril. Merci d'être avec nous. Et j'ai oublié évidemment de présenter, merci de me le rappeler, mademoiselle Fertel, pourquoi je dis Soumeya, qui est notre administratrice radio et qui nous a permis d'avoir toujours ce direct et d'être en contact avec vous. Merci beaucoup. Oui, de nous envoyer tout de suite pour le 5e mandat. ما 5 plus 5 بس قاعد Parce qu'il y avait une coalition de toutes les factions du système, on est monté à 74,75% de voix, d'électeurs, ce qui était complètement hallucinant. Voilà, on a mis 50 points d'un coup de plus entre 17h et la clôture des... Cette fois-ci, on n'a pas pu le faire, mais on a quand même trituré. On a triché sur la participation. C'est évident qu'on a triché. On a dû l'augmenter de 15, c'était 50 points en 2004, en 2009. Cette fois, ça a dû être entre 10 et 15%. Ça fait beaucoup de... Et un taux jusqu'à présent, on a une constante, même dans les chiffres officiels, de plus en plus vers la baisse, parce que on arrive de plus en plus, les techniques de trituration s'émoussent au fil des temps et les gens observent. Et donc à chaque fois, vous avez des chiffres qui essaient de s'adapter à la réalité. Et cette réalité, on la ressent y compris dans les chiffres officiels. Donc quand on arrive à 50 plus 1, c'est très clairement un aveu implicite que l'offre politique qui est donnée dans le cadre de ce système-là n'intéresse plus les Algériens et qui lui tourne le dos. C'est un message. L'abstention n'était pas spécialement contre Bouteflika, mais elle est contre tout le système. Le mode de fonctionnement du système politique algérien s'exprime réellement dans sa version. La volonté de l'officine de la fraude d'aller vers une fraude crédible, une fraude acceptable. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une intelligence? Ils ont dû prendre en compte ce qui s'est passé pendant les 2 ou 3 mois qui ont précédé l'élection, et cette fracture qu'il y a eu, je crois que c'était visible, c'était manifeste, et ils ne pouvaient pas faire plus. Je crois que c'est 51%, je crois que c'était le maximum qu'ils pouvaient s'autoriser. Donc on peut dire que cette élection, aux yeux de la communauté internationale, c'est des chiffres qui sont faux dès le départ, ils sont faussés, et donc on essaye de tirer une signification qui est peut-être valable, mais à partir d'une donnée qui est fausse. Moi, ce que je retiens, c'est que, sur un point par exemple, ce sentiment de peur, il n'y avait pas un sentiment de peur, il y avait une volonté délibérée de dire qu'il y a un sentiment de peur. Ça entrait dans une logique générale, dans une cohérence générale, c'est comment donner de l'intérêt à une élection qui n'en a pas. On a monté, on a eu, dans un feuilleton, tu as dans l'histoire, tu as des petites histoires qui durent 3, 4 minutes, 6 minutes. Et donc, on a eu des trucs extraordinaires depuis 3 mois. On a eu une histoire par semaine. C'est impeccable et ça a fonctionné jusqu'à la fin. Un point tel que on est soulagé qu'il ne se passe rien. Mais vous ne connaissez pas de plus. Le problème, en fait, c'est pas le fils lui-même. Ce que redoutaient les gens, c'est les mouvements spontanés de masse lorsqu'ils constatent. Donc il n'y a pas de mouvement spontané de masse en Algérie. C'est comme il y a eu Bouira. Il y a eu Bouira, il y a eu Aïzak, il y a eu Ahnif,
Mchdallah, si quand même. Mansour, Voilà, il y a Bouira spécialement, les gens sont sortis. Il y a eu quand même des véhicules brûlés, il y a eu des incendies et des incidents graves dans la wilaya de Bouira, et c'était des mouvements spontanés. Ce que redoutaient justement le système et les gens qui avaient peur de l'après 17 ou des conséquences du 17, c'est justement la généralisation de... Mais Benflis, la condition de Benflis, un changement, alors on dit un changement qui n'inquiète ni le peuple. Benflis va essayer de saisir, il va saisir les instances officielles, il va agir selon la légalité. Il va envoyer une lettre à Mohamed Delsi. Voilà. En fait, vous savez, moi j'ai constamment posé la question ici, qu'est-ce que pouvait espérer Benflis? En réalité, il s'est totalement enfermé dans le statut de Lièvre le jour où il a annoncé qu'il était candidat, que Bouteflika soit candidat ou non. Là, il s'est enfermé dans le rôle qu'on lui a attribué jusqu'au bout, et qui continue d'ailleurs d'assumer. Parce que, très réellement, quelle était ses chances? Sa grande chance aurait été de convaincre tout ce peuple d'abstentionnistes à aller voter, parce que le corps électoral traditionnel vote pour le candidat du pouvoir officiel, hein, même si lui peut être un candidat alternatif, mais les votants classiques votent pour le candidat officiel. Donc il s'est enfermé. Pouvoir convaincre les abstentionnistes algériens d'aller aux urnes, c'est une gageure, c'est quelque chose de très difficile à réaliser et qu'il n'a pas réalisé. Voilà, de mon point de vue, Benflis est resté dans cette ligne grise. Ce que j'ai écrit sur Maghreb émergent, tiens, on peut en parler d'ailleurs. Au-dessus de 30%, il se plaçait comme le successeur désigné de Bouteflika, et même vous pouvez dire qu'il a gagné et que la fraude l'a empêché de gagner. Au-dessous de 10%, il coule, il est fini politiquement. Et Benflis est toujours entre les deux, justement, il est entre les deux. Il promet une action politique, laquelle il va créer un parti. Je ne sais pas dire qu'il annonce sa mort politique, un ancien chef de gouvernement. On ne crée pas un parti à 70 ans. Donc, faudra qu'il attende il est tout le temps dans des situations qui sont terribles, y compris pour lui. Ce qui pose évidemment un grand point d'interrogation. Je crois que c'est ça, qu'il avait dit avec un but. L'essentiel de la fraude, c'est avant les élections. Tout est fermé pendant 5 ans, on ouvre pendant 50 jours. On sait, nous le savons, qu'on ne rattrape pas son gap en 3 semaines de campagne électorale ou en 1 mois et demi de pré-campagne. C'est impossible. Ça, on le sait depuis le début. Pour que ça puisse faire sens, il faut qu'il y ait des conditions exceptionnelles. C'est quoi des conditions exceptionnelles? C'est l'éruption du mouvement populaire qui peut changer la donne dans un temps court. Octobre 88, en quelques mois, la donne politique a totalement changé. Nous ne sommes pas dans ce scénario. Donc, Ali Benflis partait perdant. Il lui restait une carte pendant la campagne, c'était de rejoindre le camp du boycott pour affaiblir. Alors on peut réfléchir aujourd'hui très vite. Il y a eu 12% pour Ali Benflis, probablement juste, je prends la responsabilité de le dire, sur un corps électoral. Un peu plus, vous lui accordez ça? Je pense en gros c'est ça. Oui, en gros ça devait être cela, mais sur un corps électoral bien plus réduit que ce qui a été annoncé. Il n'aurait pas été, il aurait appelé au boycott lui aussi au bout de 10 jours de campagne. On aurait eu sur les 12% qui ont voté Benflis, peut-être 10% qui n'auraient pas été votés. 2 auraient quand même été votés pour un autre candidat. On aurait eu encore plus de difficultés à donner de la légitimité. Aujourd'hui, on a reçu l'information, une réunion aujourd'hui de Benflis on ne nous a pas précisé, avec des hommes et des personnalités politiques. On ne sait pas plus. On a des journalistes de la vote en 2014 sur place. Mais j'ai du mal aussi à croire à cette idée du rassemblement, de l'opposition. D'ailleurs, quand on parle d'opposition, Abed a raison, il faut toujours revenir sur le mot opposition, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va transformer l'essai et quel essai? Est-ce qu'on va lire l'abstention? Moi, je vais peut-être parler d'autre chose, mais je pense qu'une autre opposition aussi, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé le jour du vote aussi. Est-ce qu'il y a eu vraiment une opposition du DRS, parce qu'il faut revenir à ça? Est-ce que le pouvoir, en fin de compte, cette question de transition, c'est juste un agenda en huis clos qu'ils vont eux-mêmes décider seulement, et que le reste, ça sera là pour encore crédibiliser les choses? Parce qu'une opposition qui n'a pas une vraie force de mobilisation populaire, ça reste aussi. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais, où va
ton champ d'intervention, ne me touche pas à ci, ne me touche pas à ça, mais l'essentiel, il reste qu'il y ait une solidarité d'intérêt entre la police politique et la présidence, et ça va rester comme ça. Chose très positive dans cette campagne, je reviens à l'hommage qu'on va faire dans 20 ans peut-être à Saadani, c'est que la question de la police politique est posée de manière ouverte dans la société, et ça c'est très bien. Pour rappel ici, on peut faire un court rappel ici de la situation. On est fin 2012. Il y a des affaires. On est fin 2012. Il y a des affaires qui montent. On est absolument persuadé que le plan présidentiel est terminé. Bouteflika a déjà une santé chancelante et Prévé déjà va être en fuite dans les. Le quatrième mandat est une blague à l'époque. Absolument, mais Messi le dit. Donc on est dans ce cas de figure. Voilà. On est aujourd'hui, 18 mois plus tard, au lendemain de la réélection d'Abdelaziz Bouteflika pour un quatrième mandat, en dépit d'un AVC qui est intervenu entre-temps et qui a encore aggravé la situation pour lui et pour son clan. Qu'est-ce qui a rendu possible cela? Qu'est-ce qui a rendu possible ce retournement extraordinaire, totalement imprévisible? Une situation de blocage du système. Techniquement, absolument, on en a parlé déjà plusieurs fois ici. L'armée s'est totalement discréditée et s'est divisée lourdement sur ce fait-là. Et dans l'armée, ce sont les services de sécurité qui ont le plus trinqué. Ils ont été incompétents, ils n'ont pas prévenu le coup et dans l'opérationnel, ils ont été critiqués de partout. Ça a donné l'occasion d'une contre-attaque. Ensuite, les divisions, les rivalités qui existaient avant, qui ont grossi entre le chef d'état-major et le patron du DRS. Aujourd'hui, le rapport de force dont tu as parlé, de la négociation de l'après 2014, c'est pas le même. La négociation n'est pas la même entre l'été dernier, où on avait un président malade qui ne pouvait pas être au quatrième mandat. Le rapport de force a changé. Aujourd'hui, ce n'est plus le DRS qui va faire la décision. Il est extrêmement affaibli. La décision, le centre de gravité de la décision s'est déplacé. Il est vers l'état-major, il est plus vers la présidence aujourd'hui. Donc, la nouvelle négociation qui va démarrer, elle intègre le vote du 17 avril. Bouteflika et ses amis, son frère, etc., ne vont pas négocier comme ils ont négocié en septembre. C'est là où je me suis rendu compte que ça ne peut pas se faire. Non, il dit que ce qui a changé, c'est Tigon Touré. Non, je ne suis pas d'accord du tout sur ça. Ce qui a changé le rapport de force, c'est le fait qu'il n'y ait pas un accord sur le successeur de Bouteflika. Ce n'est pas uniquement l'identité du successeur, Flen ou la Flen. Le Flen qu'on cherche donne une identité au parcours qui va venir. C'est un profil précis. Si on choisit Ouihia, on sait où on va. Si c'est Hamrouch, on sait où on va. Donc, c'est important. Je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a un retournement, le système s'est regroupé et il a provoqué cette élection qui est parfaite dans la logique du système. Maintenant, est-ce que le DRS va avoir du pouvoir? Est-ce qu'il va être renforcé? Là, c'est un autre sujet sur lequel je peux être d'accord avec Ihsan, c'est que on a un DRS qui fonctionne, c'est un fonctionnement type KGB Brezhnev. Nous avons une société qui est complètement dans la mondialisation. Les réseaux sociaux, les gens ne sont plus informés par la télé, on ne se rend pas compte. Les journaux, ils sont en train de perdre. On a une nouvelle société qui émerge. On a un système politique qui se laisse emporter par la vague et on constate qu'il n'y a pas de jonction possible entre les deux. Il n'y en a pas. Il n'est pas possible que les deux se rencontrent par hasard. Il faut qu'il y ait de l'action politique pour donner de la consistance à quelque chose qui va ramener les deux. Et ça, là je suis pessimiste parce que je crois que l'Algérie n'est pas encore en mesure de produire cette sauce. Qu'elle a intérêt à se capitaliser, à se transformer en une force sociale réelle, je ne parle pas politique forcément, surtout par rapport à la situation sociale et économique. Je crois qu'elle a intérêt à faire ça aussi pour pouvoir peser. Mais le régime sait que la rupture s'est approfondie, s'est aggravée, il prend ça en considération. Barraquette, la gestion démocratique des foules, on les gère comme ça, et puis il y a de l'argent encore, c'est 5 ans, disait Ouihia, 5 ans d'importation, et puis vous avez des gens qui ont l'air un peu plus en retrait, qui sont lucides, qui disent qu'on est déjà devant un mur, qui multiplient les alertes, qui multiplient les alertes. Donc à ce moment-là, on arrive à cette question, est-ce qu'il y a quelqu'un de raisonnable au milieu pour comprendre qu'il faut faire comme Andropov, on manque d'un nombre d'Andropov, Toufir aurait dû l'être, peut-être qu'il peut toujours l'être.